Je suis Monsieur Pierre Lansalot, je suis né le 18-12-41 à Rouen. J'ai une sœur qui a 3 ans de moins que moi, qui est née à Rouen aussi en 44, en juillet 44. En 45, nous étions en Indochine avec mes parents. De 45 à 52, nous étions en Indochine. Donc j'ai connu la guerre d'Indochine en tant qu'enfant. J'ai été marqué parce que j'aimais beaucoup ce pays. Puis mon père a été nommé après, de 52 à 58, au Cameroun, pour 6 ans. Du Cameroun, nous sommes passés au Tchad de 58 à 60. En 60, un événement a été fait, l'indépendance du Tchad avec François Tombadbaye. André Malraux représentait le général de Gaulle, inaugurait la ligne Fort-Lamy-Regan. Pour cause, puisqu'il ne pouvait plus se poser à Alger, en Algérie, à cause de la guerre d'Algérie. En 60, je rentre en France. Essayant de faire le truc du travail, c'était un peu impossible. Donc je me suis engagé le 29 août 1960 à la BPOM, demi-brigade des parachutistes d'outre-mer. J'étais au centre d'instruction de Bayonne, Châteauneuf, où nous avons attendu pour faire les examens civile, pour les circonstances civiles. Après avoir passé les tests, j'étais accepté et j'ai reçu mon pactage à la citadelle de Bayonne. Au mois de septembre 60, je me suis retrouvé à Mont-de-Marsan pour faire mes classes, qui ont duré 4 mois. Au bout de ces 4 mois, nous sommes allés, après les classes, à Pau, à l'étape pour être breveté. J'ai été breveté au mois de novembre 60, avec un numéro de brevet 179 526, 524e promotion. Après ceci, nous sommes partis sur Bayonne à la citadelle pour faire le pré-AFN, c'est-à-dire s'entraîner dans les montagnes, crapahuter, sauter en parachute et faire ce que s'appelait le pré-AFN, crapahuter dans les Pyrénées. Après ça, j'ai attendu un petit moment parce qu'il y a eu un aiguillage, on m'a fait affecter à la musique. Moi qui ne connaissais rien à la musique, donc j'ai attendu un peu plus et je suis parti pour l'Algérie. Avant, en Algérie, nous avons été nommés à Oran pour le référendum. La date, je ne me souviens plus, c'est le référendum, j'ai un doute sur la date du référendum. Bien, après le référendum, nous étions à Oran, dans les arènes. Nous avons été chercher les gens pour les faire voter, assurer la sécurité. Puis nous sommes revenus à Bayonne. Puis après, je suis parti pour l'Algérie. En Algérie, j'ai été affecté au commando Guillaume, avec pour devise « Observe et frappe ». Nous avons eu pour mission la plaine de la Médidja, puis Bogari qui est dans le Petit Atlas, et nous sommes descendus jusqu'à Boussaada. Nous avons fait une mission de surveillance essayant de rattraper des Bédouins qui passaient les armes. On n'a vu personne à part le sable qui nous a bouffés. Nous sommes rentrés à Alger et nous avons assuré sur Alger la sécurité. À Alger, nous avions la base arrière Sidi Ferruche.
la plage était superbe. Voilà, et nous avons été à Alger, mais pas souvent. Nous étions surtout concentrés sur la plaine de la Medidja. J'ai assisté à l'indépendance de l'Algérie, le 20. Nous sommes le 19 au cessez-le-feu. Il y a eu une manifestation de beaucoup, parce qu'il y avait l'OAS et on était pris entre les deux feux, parce que des officiers qui avaient fait l'Indochine avaient un gros sur le cœur de ça. Mais vu que le référendum qui avait été voulu avant a fait que l'Algérie est devenue indépendante. Je suis resté en Algérie jusqu'au 20 août 62. Nous avons repris le bateau et avant de partir, il y avait le fort de Sidi Ferruche que nous avons fait sauter la dalle où c'était le débarquement des Français en 1871. Nous avons quitté Sidi Ferruche avec grand regret parce que il faut dire que c'était un bien joli pays, l'Algérie. Dommage qu'il y ait eu ce problème, qui aurait pu faire autrement, je pense, mais c'était comme ceci. Nous sommes rentrés en France et j'ai continué jusqu'à ma libération en 1963. On a accroché à Bogari, carré 00, champ de mine. Ça a été dur parce que c'était, malgré la discipline de feu qu'on a subie pendant nos classes, ça tirait, c'était au-dessus, mais là, c'était la réalité. Et je reconnais qu'on a eu un peur. Parce que ça, les champs de mine, tu vois pas là. À part cet accrochage, nous avons eu quelques coups de feu à Boussada, mais rien de sérieux. Simplement, c'est qu'on voulait stopper. On avait reçu une consigne qu'une bande passait des armes, donc c'était la contrebande d'armes qui passait par le Sahara, et entre la frontière tunisienne et le Sahara, là, il n'y a plus de frontière, donc à Boussada, on s'est mis en position pour pouvoir stopper. On n'a rien vu. On a passé 2 jours, il faisait chaud, mais la nuit faisait froid. Entre le cessez-le-feu le 19 mars et le 20 août où nous sommes partis, on a eu des actions, des gens qui venaient nous narguer. Nous étions dans la forêt de Sidi Ferruche, on venait nous narguer, ils s'accrochaient après les grillages que l'on avait pour nous exciter. On s'est fait insulter. Il y a eu l'époque de Bab el-Oued, où l'armée française est peu intervenue, et nous, parachutistes, on voulait y aller. Mais les ordres étaient formels, ne pas bouger. Donc, l'arme au pied, et par la radio, on savait ce qui se passait. Et on voulait y aller, pour rassurer, et surtout pour rassurer les habitants, les pieds noirs, enfin, les Algériens de la ville d'Alger. On nous a dit non, vous restez là. On a fait une action, on a été au drapeau, on a descendu le drapeau et on l'a plié. Ça a été vraiment quelque chose de fort parce que on partait, il y avait des copains qui étaient restés. Moi, je suis arrivé au commando, on était 130. Et à la fin, quand nous sommes rentrés
À Carcassonne, après délibération, nous sommes retrouvés à 30. Il y avait des appelés dans le commando qui étaient parfois un peu plus gonflés que nous, les engagés. Oui, il y a eu, comme on disait, il y a eu de foutus quarts d'heure, mais de bons moments. Les foutus quarts d'heure, c'était le maintien de la sécurité. On marchait, on regardait, on se divisait en deux. Un regardait les fenêtres à droite, l'autre regardait les fenêtres à gauche. Les voitures. Un exemple, on était sur les hauteurs d'Alger, à Fort-de-L'Eau, et un soir, on voit une voiture, et même avec un bon fusil, on ne pouvait pas. Il y avait des lampadaires qu'on a vu sauter. Une voiture s'arrêtait, qui est repartie, mais on ne peut pas. On était trop loin pour voir vraiment ce qu'il se passait. On a eu des bruits ont couru sur Oran, Alger, comme quoi il y a eu des massacres qui étaient réels. Mais qui était pour? Est-ce qu'il y avait le FLN, l'OAS? Faire une différence, ça a été très dur vis-à-vis des officiers qui nous commandaient. Parce qu'ils étaient aussi un peu entre obéir aux ordres qui venaient du gouvernement. Et là, on était là. Mais c'est dommage qu'on n'a pas pu nous y aller parce qu'on a pu éviter le massacre à Bab el-Oued. L'accrochage entre les appelés qui étaient et l'OAS, on aurait pu faire quelque chose pour éviter ce massacre. C'était un bon moment parce qu'on voulait y aller, on était là, on était prêts, on pouvait arrêter ceci. Les bons moments, ah oui, c'était quand on était on partait en opération, on tournait sur 6 mois en BOA, c'est-à-dire base arrière opérationnelle. On rentrait à la BA, à la base arrière, et il y avait Sidi Ferruche, la plage. C'était là la chose la merveilleuse, parce qu'on oubliait tout. Et les officiers qui nous commandaient fermaient un peu les yeux sur le règlement, mais ils savaient que quand on devait repartir, on était prêt à obéir aux ordres et sans souci. Alger, j'ai très peu connu, à part quand je suis arrivé à Alger, c'est sur le Sidi Ferruche, il était 6 heures du matin, c'était joli parce que la ville, le soleil tapait, c'est là l'expression blanche, la ville blanche, le soleil tapait. Le fait de ne pas pouvoir intervenir en un moment qui était crucial, parce qu'on aurait pu le faire. Mais on était une arme disciplinaire, on n'a pas bougé. Bien, c'est vrai que quand l'indépendance est venue, il y a eu ils sont venus et on a reçu comme consigne, ne leur donnez rien. Ils nous réclamaient de l'eau, on aurait pu leur donner de l'eau, mais les officiers, non, ils l'ont voulu, alors maintenant, à le faire. C'est vrai qu'Alger était joli, je ne sais pas ce qui est devenu Alger depuis, mais Alger était joli. C'est une ville agréable. En 60, après que mon père repart au Cambodge avec ma mère. Et pour un Noël 1962, mon père, par la mission militaire du Cambodge, a obtenu que j'ai une permission de 31 jours plus 4 jours de voyage. Donc j'ai fait le nécessaire, mais malheureusement, mon père est décédé 3 jours avant que j'arrive. Et je n'ai pas pu lui dire au revoir. Ni merci de m'avoir signé mon engagement, parce que j'avais 18 ans et la majorité était à 21. Mais il restait ta mère là-bas? Ma mère est restée là-bas. D'accord. Elle est rentrée après, parce que, bon, l'administration des PTT, parce que mon père était dans les PTT. Et elle avait une place, elle travaillait
à Air Cambodge, mais pour une histoire, disons, de famille entre ma mère et ma sœur, il a fallu que ma mère rentre en France. Quand j'ai appris la mort de mon père, c'était mon oncle. J'étais chez ma grand-mère paternelle et je vois mon oncle. J'ai dit, oh, Pierre, je vais voir papa. Et j'étais dans la chambre et il me dit, ben non, Jacques est mort. J'ai dit, est-ce que ma grand-mère le sait? Alors je lui dis, je lui dirai. Et je vois cette femme qui avait 95 ans. Je lui dis, grand-mère, papa est décédé. Cette femme s'est assise sur la chaise. Elle essuie avec son tablier la petite larme. Elle a dit, bon. Comme ma grand-mère était très catholique, elle dit, je ferai faire une messe pour ton père. Et moi, je suis parti là-bas. Je suis parti, mais heureux de partir, mais triste en même temps. C'est mon plus grand regret, c'est de n'avoir jamais pu dire au revoir à mon père. Au départ, mais j'ai vite dit, bon, t'as fait ceci, tourne la page. J'ai tourné la page grâce du métier que j'ai refait, que j'ai fait tout de suite. J'ai eu la chance, en quittant l'armée, 3 mois après, j'ai travaillé. Et ça m'a beaucoup aidé. Eh bien, j'ai travaillé dans la restauration. De 1963, j'ai travaillé au 87 boulevard de Courcelles. Le restaurant s'appelait Les Gourmets des Ternes. C'était à côté de la Lorraine. Et j'ai travaillé, puis au bout d'un moment, le patron qu'on connaissait, parce qu'il était à Douala, il avait un restaurant que mes parents connaissaient, ils se connaissaient, donc c'est grâce à cette relation que je suis rentré. Après, j'ai fait des saisons. Tignes, 6 mois, Vittel, 6 mois, pendant 3 ans. Ce qui m'a permis d'évoluer dans mon métier. Alors, c'est à Mont-de-Marsan, c'est l'époque où tu reçois les piqûres. Le TABDT est tout là, ça fait mal à l'épaule, tu n'as pas le droit de manger, et pendant 24 heures. Ça, c'est à Pau, en novembre 60, le saut, pour être breveté. Alors, une petite parenthèse, entre l'étape et l'aéroport, on allait à pied. C'était pas loin, mais tu t'arrêtais tous les 10 minutes pour pisser. J'ai fait mes sauts. Le premier saut, on avait tellement l'instruction en bas, le premier saut, hop, parti. Le deuxième saut, tu commences à réfléchir. Maintenant, j'ai sauté mes 7 sauts comme ça. Bien. Bon, c'était un peu dur pour arriver au sol, parce que c'était en hiver, le sol était un peu gelé. Bayonne, et ça c'est à Agen, c'est avant de partir. En stage à Bayonne pour le préfet, donc on sortait, on sautait le lundi, on rentrait le vendredi. Alors voilà, l'Algérie. Le régiment, le commando où j'étais, commando Guillaume, observe et frappe. Sidi Ferruche. La base de repos. L'Algérie. C'est là où on était. Ça faisait partie du petit atlas de la Médidja. C'était un peu Bogari, c'était ce qu'on a connu. On était en haut, ils étaient en bas, on était en bas, ils étaient en haut. Et après, on a dit, bon, on se met en ligne, d'en haut et d'en bas, et on marchait. C'était le ratissage, comme on appelait. Ça, c'était à Carcassonne, police militaire.
on n'avait pas le droit quand tu faisais la police militaire, tu circulais dans Carcassonne, mais tu n'avais pas le droit de rentrer dans les bars. Simplement, quand le mec il était bourré dehors, tu pouvais l'apporter, appeler une Jeep, et on mettait le gars dans la Jeep et il allait au petit cabanon. C'était, on était rentré d'Algérie là. On nous obligeait à. C'était plus le béret rouge, c'était simplement le béret kaki qu'on voulait nous imposer à la place du béret rouge où il y a eu un tollé impossible parce qu'on l'avait refusé. Et j'ai terminé mon régiment en 63, au mois d'août 63. Je suis rentré chez moi libre de tout. Simplement, je devais, quand je changeais de ville, aller à la gendarmerie, pointer avec mon carnet au cas où j'étais quand même capable, susceptible d'être rappelé. Oui, j'ai eu une correspondance pendant 1 an. Puis après, disons que la vie fait que les gens ne... J'ai gardé une correspondance pendant très longtemps avec un officier, parce que j'avais parlé d'Indochine, et lui aussi il y était, et par ça on avait une amitié, mais ça s'arrêtait que simplement là, hein, quand on était en service, et il n'y avait pas de de passe-droit, quoi que ce soit, c'était des hommes, mais et j'ai appris qu'il avait disparu. J'étais marié à Moissy-Camariel, c'est là que j'ai connu la FENACA. J'ai divorcé, j'ai habité chez ma mère, mais j'ai continué. À une réunion, je me suis retrouvé président du 1er et 2e arrondissement, et depuis, je continue. Maintenant je fais partie du bureau. Et grâce à eux, j'ai obtenu quand même pas mal de choses agréables.